Bien, bonjour. Merci à tous les intervenants de cette table ronde et nous allons, vu l'heure tardive, sans tarder davantage aborder la question histoire et mémoire, ce que le patrimoine donne à voir de la diversité. Alors très brièvement, parce que nous avons extrêmement peu de temps, nous allons essayer de concentrer les interventions. Je voudrais juste introduire ce débat en mettant l'accent sur l'enjeu de cette question au jour d'aujourd'hui. Ce que le patrimoine donne à voir de la diversité, c'est en fait sans doute mettre au jour un passé qui est souvent plus complexe que celui que raconte parfois l'histoire, les histoires nationales ou internationales, plus complexe que ne le laisse croire l'histoire que nous apprenons souvent à l'école et qui nous permet, en fait, qui va nous permettre de faire apparaître des pans entiers de ce passé qui sont souvent oubliés, plus ou moins enfouis. Quand je dis enfoui, c'est au sens propre comme au sens figuré, au sens figuré comme au sens propre. C'est un peu le surgissement de l'autre dans l'histoire que va nous permettre justement cette observation de la diversité culturelle. Pour résumer les choses d'un mot peut-être un peu fort et qui peut-être en choquera certains, j'ai envie de dire que la diversité, c'est souvent le refoulé de l'histoire. C'est tout ce dont nous ne parlons pas, dont nous parlons peu, et qui rend la vie collective dans nos sociétés extrêmement difficile, ardue, complexe à vivre. Donc la question qui est posée aux différents intervenants de cette table ronde, qui sont à la fois des penseurs et des acteurs de cette connaissance de la diversité, c'est de savoir comment ils travaillent pour la faire connaître et comment ils travaillent aussi pour le bon usage de la connaissance de cette diversité, de façon à ce que sa mise au jour permette de découvrir la présence de l'autre dans la profondeur historique. Et quand je parle de profondeur historique, je ne veux pas ignorer la période contemporaine qui d'une certaine façon fait aussi partie de l'histoire, comment ils participent par leurs travaux à former une identité collective qui soit à la fois enracinée dans le passé, mais en même temps évolutive. Donc comment concilier des notions aussi qui peuvent paraître aussi contradictoires que la notion de racine et la notion d'évolution, tout autour de la notion d'identité, comment nous pouvons revendiquer la fertilité d'un passé aussi complexe en faisant apparaître cette diversité. Donc le débat va tourner autour de ces questions. Nous avons autour de la table des penseurs et des acteurs de ces sujets qui représentent différents, je veux dire, volets de l'action patrimoniale, donc les archives, les musées, l'architecture. Donc je vais immédiatement, vu l'heure très tardive, leur passer la parole. Of the three, and I'd just like to give you some examples, of the three pairs of border towns, Frankfurt and Słubice perhaps best express the disconnection between German and Polish memory cultures. To this day, to my knowledge, there isn't a single memorial, however modest, that actually makes reference to the other side. And this is as true for the pre- as the post-1989 period. Moreover, Frankfurt faces and Subi faces a kind of paradox that one of its main assets, namely the presence of two universities, has turned out to be a kind of disadvantage, and I'd like to explain that. The European Viadrina University in Frankfurt and the Collegium Polonicum in Słubice cooperate closely, and they have a diverse student body. And those universities have attracted a kind of avant-garde of artists and academics that have advocated a post-national regional identity. And I think this idealistic expectation of abandoning a national frame of reference in favor of hybrid local identities is essentially far removed from the lived experience of cross-border relations where, for example, language is absolutely fundamental and often a cause of resentment. And I think, so this vision of a kind of post-national hybrid identity may appeal to people in Berlin and Warsaw, and that's where the audience for this artwork is, but rather less to marginalized provincial communities that have lived with the oppressive and intrusive presence of the border for a very long time and have long lived in fear of one another without the possibility of any fruitful interaction. So communities live with that sort of legacy. However, so I mean, I would have liked to show you images of shared heritage in Frankfurt, but I think there simply isn't one, so I can't show it to you. However, shared heritage is possible, and it is happening, as the example of Görlitz and Kozelitz shows. Now, Görlitz boasts the largest contiguous conservation area in Germany,
It aspires actually to be a UNESCO World Heritage Site. I don't know whether they've made progress or not. Interestingly, the most significant initiative of cross-border interaction, I would say, over the last 10 years, has been in the domain of heritage, and namely the work of a cross-communal civil society association called Meeting Point Musique Mission. They focus on the former prison of war camp, Stalag 8A, located at the southern edge of Scoselitz, on the eastern side. Now, Stalag 8A is not only one of the best preserved German POW camps in Central Europe, it is also where the leading French composer, Olivier Messiaen, first conceived and performed the Quartet for the End of Time in the period of 1940 to 41. In 2014, last year, a European Centre for Education and Culture was opened on the site, funded by local, national and EU grants. Now, Meeting Point Messiaen has rapidly developed into, I would say, a memory site of potentially European standing, and it draws on this rather inspirational narrative of art defying violence, terror and darkness. However, the question of whether this site will actually impact local relations is open-ended. And in fact, I think increasingly this site will attract external audiences, you know, for very commendable reasons, but it'll be quite detached from local actors. And the location here is a major disadvantage. It cannot be reached by foot from either of the city centers. And we might ask the question, you know, can a formal memorial ever be a place of local life? I mean, sadly, we often have to answer this question in the negative. Now, another sort of example from Görlitz and Scoselitz is the reconstruction of the historic Postplatz. Now, this presents itself as a historic, accurate reconstruction. And as architects and conservationists, we might question this sort of rebuilding. I mean, the square had completely vanished and it was rebuilt by a private Polish developer. Now, what I find interesting about this is that the Postplatz is not the direct result of cross-border collaboration. It does not aim to commemorate certain events or even valorize heritage as such. It's a commercial development. However, it does take advantage of the post-Schengen permeability of the border, and I think it allows the Polish community to begin to tap into the architectural richness, you know, in a physical way of Görlitz. Now, in conclusion, just to sort of summarize some of the things that I've been thinking about, memory practices and sites that are rooted in painful chapters of history that have tended to engender more interest and commitment to collaborate than projects that have purported to offer neutral or post-national meanings. This question again of confronting conflict rather than dispensing with it. Memory sites that have involved reconstruction of sites with heritage values that speak actively to both communities but transcend memorial functions alone have transformative potential. The specific urban circumstances play a critical role in the potential for such sites to emerge. And I think for various reasons this church benefits from a number of propitious circumstances. Yet do these different heritage sites speak of transnational memory culture? The national border and national identities continue to powerfully determine mutual perceptions and interactions on the ground, in my experience. However, if the Church of Guben-Gubin is not a third space of EU identity, it is certainly a place of encounter and therefore also an agent of pluralism, but more importantly, it's a site of mutual recognition. Thank you. The French government believed that all people living in France were French. While it was very clear that people in Vienna, Warsaw, Vilnius, Belgrade, Kiev were highly diverse. So as a consequence of war, we could see a dramatic homogenization. Actually, Hannah Arendt named the Holocaust committed against the Jews as a crime against human diversity. So it's very clear in terms of culture. And that was not just the Holocaust. The Holocaust was the most dramatic, most deadly. But the next one was the massive deportation of ethnic Germans from most of East European countries. And then other smaller deportations of Poles from Soviet Union, Ukrainians from Poland, Lithuanians from Poland, and so on, which fairly homogenized the societies of the countries of most of the countries of the Soviet bloc. We can see a re-diversification with new immigrants coming, mostly from within the region. So in Poland we have several 100,000 of Ukrainian immigrants, now mostly temporary. But there is this gradually, still small, but gradually growing number of immigrants from outside of Europe.
or from more distant parts of Europe. Some people believe that the two generations of this homogeneity between the Second World War and the present, and especially the communist policies, at least in Poland, communists claim that it's good to be homogeneous. It's a great achievement of the communist government to have the national unity, which they understood in terms of uniformity, cultural uniformity. So some observers claim that, for example, xenophobic reactions to the inflow, to the refugee crisis happening today in Europe is a consequence of fears of people who have never seen a Muslim. Actually, most of inhabitants of Poland have never personally met any Muslim. So everything known about the Muslims comes from the media, and you know what the media show about the Muslims. And up actually to the present, our last exhibit are interviews with Polish Jews today, which shows the story has not ended. So there is a number of key messages that we tell, which are, I think, pertinent to the discussion in this room today. And the first one is that Jews made an integral part of Polish history for 1,000 years. They were as permanent part of the landscape as trees, rocks, and non-Jewish population. And it ended with a catastrophe, with a lot of violence. This is, I would say, not a trivial statement, because Polish nationalism, modern nationalism, which emerged in the late 19th century, was strongly ethnic, as opposed to the French civic model. The nation was believed in ethnic terms. There was no Polish state. There was the group of people speaking Polish language. So the Jews were very often symbolically excluded. And in this way, stressing that Jews made an integral part of history of Poland, and that you cannot have a good history of Poland without the Jews, as well as you cannot have a good history of Jews without Poland, by the way. We retroactively changed the boundaries of the nation. We changed the meaning of who are we now, or who were we back 100 years ago. I think it's not a trivial task. Second is we show that the 15th to 18th century, the golden age in Polish history, where not only Poland was one of the biggest countries in Europe, politically influential, but it was also highly religiously and ethnically diverse, which means diversity, prosperity can coexist, and they correlate. So the fact that Poland was politically strong because it avoided religious wars. And it avoided religious wars because Roman Catholics barely made 50% of the population. No one tried to impose his religion on everybody else. And third, while this is not a Holocaust museum, and we stress it, it's a museum built in opposition to a tendency of the past 25 years to reduce Jewish history to the Holocaust. We tell the history of Jewish life in Poland, including life under German occupation during the Second World War. But the place where the museum is located and the Holocaust Gallery make it very clear what kind of ideology, what kind of prejudice led to the destruction of Jewish life. And it's a warning against a recurrence of similar hate speech and ideas today. So I think in this, at least in these three aspects, this museum, while being a strictly historical museum, is not a tolerance museum. We are not teaching anyone tolerance. Okay? We are very far away from teaching our visitors what should be the moral judgments on anything in the past. We leave the judgment to the visitors. I think this way of representing the past contributes to the better understanding of the naturality of ethnic diversity and possibly also its valuable character. Thank you very much. Alors, peut-être un mot, il est important de situer, au fond, les politiques liées à la question de la diversité au Brésil pour saisir certaines expériences que je vais présenter de façon très brève, bien entendu. Alors, il ne faut pas oublier qu'au Brésil, le Brésil se pense, et c'est longtemps pensé, comme formé à partir de trois grandes civilisations, les civilisations européennes, bien entendu, principalement ces populations venues du Portugal à titre de colonisateurs, les civilisations noires et africaines venues principalement à travers l'institution de l'esclavage et les premiers peuples, c'est-à-dire les populations formées des mondes indigènes. Le Brésil, c'est 200 langues parlées, c'est une langue nationale,
une culture nationale qui se dit brésilienne, mais une culture et une histoire nationale fondée sur un mythe, celui de la démocratie raciale, qui affirme la convergence intégrée des cultures et une forme de diversité qui, malheureusement, écrase d'une certaine façon les particularismes. Donc on peut parler d'une hégémonie culturelle fondée sur le métissage qui valorise le tout et efface les singularités. La situation depuis les années 2000, elle est liée bien sûr à cette importance accordée à la question de la diversité culturelle et on a vu naître du côté des musées également une floraison d'expériences muséales accompagnées d'actions de médiation culturelle faisant une place de plus en plus importante aux groupes minorisés, en particulier dans les petits musées, moins dans les musées nationaux et beaucoup dans les petits musées, c'est-à-dire nés dans des communautés spécifiques à partir de milieux associatifs créés par des artistes, créés par des gens ordinaires qui veulent faire remonter, si on peut dire, le patrimoine, l'histoire, la mémoire, la culture dans des institutions qui comptent, mais qui ne sont pas toujours nécessairement financées largement par l'État. Il y a une place très importante accordée au sein de ces musées à l'influence des mouvements sociaux, aux politiques muséales et culturelles qui vont émerger dans l'esprit des années 2000, donc avec cette affaire de la diversité, et aussi il y a une grande place des intellectuels, des universités qui vont se lier aux musées, qui vont se lier aux acteurs culturels et qui vont former ces actions formidables émergeant de la société civile. Il y a eu des efforts du côté des musées nationaux, mais je crois que ce qui est le plus important à retenir pour cette présentation aujourd'hui, de ce que je veux vous dire finalement, c'est que vraiment les initiatives nées de la société civile ont eu elles, de l'impact sur les musées nationaux et non l'inverse. Je donne ici l'exemple peut-être le plus fabuleux parce que c'est un grand musée qui est à São Paulo, le musée Afro-Brésil, qui est né de l'expérience et de, je dirais, la grandeur d'âme d'un artiste et d'un collectionneur qui s'appelle Emmanuel Araújo et qui a donné une place prépondérante à l'histoire des cultures afro-brésiliennes, une place aussi à la mémoire de l'esclavage, mais sans en faire nécessairement une histoire victimaire. Donc, une présentation de cette histoire qui vraiment instruit un public élargi et qui peut-être décomplexe cette histoire difficile pour le Brésil d'être né aussi à travers l'institution de l'esclavage. Un musée qui donne une place à toutes les formes de participation des communautés noires et à l'élaboration de la culture nationale, puisque ces communautés disent « c'est nous qui avons fabriqué ce patrimoine, c'est nous qui avons fabriqué cette architecture, c'est nous cette cuisine, c'est nous cette danse, c'est nous cette musique ». Alors, pourquoi pas nous, dans les musées, pas seulement comme participants, mais aussi comme ces gens à qui on donne accès à la culture et que l'on présente à des publics élargis. En préambule, je voudrais justement à ce sujet souligner l'impact du contexte géopolitique actuel et l'actualité récente dramatique. Pas sur nos travaux, mais sur nos propos. Évidemment, je vise les miens. Certains de nos propos aujourd'hui, de nos façons de faire, ne sont-ils déjà plus obsolète vis-à-vis de l'actualité et des drames que l'on voit et des flux massifs de migrants qui arrivent en Europe. On est très attaché à générique, et je crois que c'est pour ça qu'on a 30 ans, qu'on vit encore, de se coller à l'actualité, à la réalité. Comment cette réalité, et surtout quand elle est dramatique, où trouver ses fondements dans l'histoire? Comment éclairer tout ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis en lumière qui nous aurait permis d'éviter, alors je ne parle pas de notre niveau très modeste, mais en général, évidemment. Donc, nous faisons toujours attention à ce risque d'obsolescence. Je crois qu'aujourd'hui, quelque part, on y est. On a été rattrapé par l'histoire. Quatre axes ont fondé notre démarche et expliquent nos produits, nos activités. Le premier, la préservation des archives de l'immigration est une exigence, car c'était, en tout cas jusqu'à pas longtemps, une pièce manquante, à l'époque, dans les archives nationales. Comment s'y est-on pris? Durant les 15 premières années de l'existence de Générique, nous avons recueilli des archives des migrants, d'où qu'ils viennent,
Et nous avons réalisé un inventaire national des sources d'archives publiques et privées concernant les étrangers en France, en partenariat avec la Direction des Archives de France, qui nous a énormément appuyés. Donc, résultat, 4 volumes qui couvrent les centres d'archives territoriales sur l'ensemble du territoire national, ainsi que les 4 centres d'archives nationales. Ensuite, nous avons fait un travail parallèle pour la préservation et l'inventaire des archives privées. Elle relève des associations, des militants, des syndicats, et qui est aujourd'hui dans une seconde phase d'accompagnement. Générique a lancé avec les archives nationales en 2007 un programme de dépôt de fonds donc, de ces archives privées de l'émigration dans les centres publics de conservation du patrimoine. Donc vous voyez que nous avons des grands partenaires. Nous tenons à la légitimité scientifique et nous entourons évidemment des acteurs incontournables. Deuxième axe, cette préservation nous semble essentielle pour consolider et enrichir notre socle commun patrimonial et son accessibilité à tous, donc un travail de valorisation. Alors comment valoriser l'histoire des migrations? D'une part, en veillant scrupuleusement évidemment à la qualité esthétique. Le beau est important. La science est importante, mais le beau est important. La qualité esthétique et la rigueur scientifique des projets, qu'ils soient relatifs à la transmission, à la diffusion des apports des migrants à la société, à travers des productions culturelles ou scientifiques à visée pédagogique, comme nos expositions, et des expositions aussi itinérantes, dont certaines en ligne, comme notre revue Migrants, nos rencontres avec des réseaux d'associations, la formation que l'on donne, etc. Et évidemment, tout un tissu de partenariats. Troisième axe fondateur, c'est l'appropriation commune, cette appropriation commune qui participe pleinement à l'accès aux droits et par là même à la citoyenneté, dans le cadre tant national qu'européen. Alors là, dans nos activités, si dans les 15 premières années, notre colonne vertébrale d'activité, c'était les archives, ces 4 tomes de recueil d'archives, on est passé à un portail, à un site web bien sûr, générique.org, et un portail Odysseo, qui est un portail unique en Europe, qui contient à peu près 50 000 documents aujourd'hui, qui alimentés de différentes façons, pour parler donc des migrations tant en France qu'en Europe. Donc un portail de ressources très important qu'utilisent pas seulement les chercheurs et les étudiants, mais aussi des intermédiaires institutionnels et des chercheurs venus du monde entier. On a une bibliothèque aussi où viennent des étudiants et des chercheurs. Quatrième et dernier axe, la préservation de l'histoire et de la mémoire des migrants par la création d'un patrimoine commun favorise ainsi l'échange. J'avais deviné qu'elle allait mettre un petit mot, c'est pour ça que je signifiais que c'était le quatrième et dernier point. Favorise donc ainsi l'échange identité-altérité et constitue une passerelle vers un souhait d'universalité. Donc on essaie de contribuer à notre petite échelle à l'histoire, pourquoi pas, de migrants, partie intégrante du patrimoine mondial. Donc une conception du patrimoine comme enjeu non seulement démocratique mais politique. Permettez-moi pour finir 2 citations. La première de l'historien René Raymond, à la préface du catalogue de l'exposition France des étrangers, France des libertés, il dit, je cite, « L'exposition rappelle opportunément et illustre à merveille que la France est composée largement d'apports venus d'ailleurs qui se sont fondus dans le creuset d'une identité commune. La France, ce sont aussi ses étrangers. » L'autre, sur le niveau européen de Zvetan Todorov, sur la question de l'Europe et de la diversité, dans un article intitulé « La recherche de l'Europe », je le cite, « Je suggère donc que l'unité de la culture européenne réside dans sa manière de gérer les différentes identités régionales, nationales, religieuses, culturelles qui la constituent, en leur accordant un statut nouveau et en tirant profit de cette pluralité même. L'identité spirituelle de l'Europe n'exige pas d'effacer les cultures particulières et les mémoires locales. Elle consiste non en une liste de noms propres ou un répertoire d'idées générales, mais en l'adoption d'une même attitude face à la diversité, et plus loin, et dans le statut qui lui est accordé à cette diversité-là. Ce n'est pas simplement recueillir la diversité, mais aussi leur donner un statut. Je terminerai en remerciant à nouveau l'UNESCO pour l'application de sa convention de 2005 qui engage les États à développer des politiques publiques de promotion et de protection de la diversité des expressions culturelles et par là même permet de soutenir le travail des associations dans ce champ. Puisque je représente un peuple occupé et que nous nous battons contre une injustice qui dure maintenant depuis 70 ans, ce sujet me concerne au plus haut point, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain. Poser la question de vivre ensemble est toujours indissociable de la question du lieu et du temps.
on ne peut pas la poser de façon immuable, éternelle. Cette question n'existe pas en tant que telle, elle existe dans des conditions et des lieux déterminés à chaque fois, ce qui veut dire qu'elle se pose différemment selon les périodes et les lieux. C'est une question également qui touche une multitude de registres, mais il y a néanmoins, parmi ces registres, ce qu'on appelle de façon très très générale les questions identitaires, les éléments de l'identité. Ça touche également, j'y reviendrai, un peu tout l'aspect des nations, le sentiment de la nation et de ce qu'est une nation, la culture, ainsi de suite. La première maladie qui est celle, je pense, des racines et des origines. Il est évident, je veux dire, c'est même pas la peine de l'établir, c'est une conviction quand même très très répandue, que les racines sont constitutives des identités, qu'elles sont un peu leur terreau originel, si on veut, qu'elles sont forcément plurielles, qu'elles sont faites de mélange, qu'elles sont faites de métissage, que leurs composantes changent selon les périodes, qu'il y a des dominantes et des éléments secondaires. Tout cela est admis. Elles sont surtout, et c'est cela qu'il faut voir, elles sont surtout vivantes. Le gros problème, et là j'aborde la première maladie, c'est d'aborder les racines comme des pièces de musée, c'est-à-dire des vestiges. Les racines ne sont pas des vestiges. Elles sont modelées en permanence par la vie telle qu'elle se déroule et non pas uniquement telle qu'elle s'est déroulée. La deuxième maladie est celle de la différence. Là encore, on va se dire quand même, la différence est une chose très très belle. Bien entendu qu'elle est très très belle. Durant les 30 ou 40 dernières années, en France en tout cas, nous avons vu un succès fabuleux, et je pense que c'était très positif, qui était l'éloge des différences. Et voyez comment à quel point il faut être dans une vigilance de tous les instants. Cet éloge des différences s'est tellement développé qu'elle a donné un champ formidable au rejet. Car on en a fait un tel absolu qu'on a effacé une autre constante qui est plus importante que la différence, qui est notre ressemblance. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de discours racistes qui partent sur le thème que nous sommes tellement différents et vivent la différence que nous sommes condamnés à ne jamais nous rencontrer. Donc, soyez différents, vous êtes formidables, vous êtes une espèce d'anthropologie, d'ethnologie, de curiosité sociale, mais vous savez, il y a une telle différence. Nous respectons, mais nous ne pourrons pas nous rencontrer. Nous sommes différents. Voyez comment une chose juste et belle se tourne en son contraire et qu'elle devient le terreau pour du rejet en permanence. On l'entend à chaque fois aujourd'hui en France et ailleurs. On l'entend tout le temps. On l'entend également chez les fondamentalistes, qu'ils soient dans le monde arabe ou ailleurs. La troisième maladie est celle qui frappe la question de la diversité. Elle est extrêmement importante. Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes sincères quand elles disent qu'elles sont pour la diversité, donc je ne parle pas d'elles. Les racistes aussi sont clairs, parce qu'ils disent on ne veut pas entendre parler de diversité. Là où c'est beaucoup plus dangereux, c'est dans l'entre-deux. Là où vous avez un discours qui applaudit à la diversité, mais qui pense qu'elle est formidable tant qu'elle se déroule chez les autres. C'est-à-dire, si vous regardez bien aujourd'hui, la plupart des personnes qui vous parlent de la diversité pensent que la diversité au Maroc, quelle merveille, les parlers palestiniens dans un si petit espace, quelle merveille, la broderie de je ne sais où, quelle merveille. Il ne s'agit pas de cela. La diversité est une question domestique, pour utiliser un anglicisme, c'est-à-dire une question de politique interne. Ce n'est pas la question qui se pose par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de nos murs. C'est ce qui se passe à l'intérieur des murs. C'est une question du dedans, la diversité. Tout à l'heure, l'un des conférenciers a cité Hannah Arendt. Il y a un très bel épisode dans l'histoire de Hannah Arendt. Vous savez, Hannah Arendt est formée une sorte de trio de grande amitié et un trio intellectuel avec Walter Benjamin et un homme qui allait devenir après le plus grand spécialiste de la mystique juive qui s'appelait Gershon Scholem.
Les trois étaient allemands. Gershon Scholem, à un moment, Arendt se retrouve aux États-Unis. Benjamin se suicide, comme vous le savez, à Portbou, après avoir réussi à passer la frontière pendant la guerre pour échapper à la barbarie nazie. Et Scholem va en Palestine. Et il y a une grande correspondance entre Scholem et Arendt. Et Scholem passe son temps à lui dire, écoute, nous sommes en train d'édifier un foyer national, pourquoi ne viens-tu pas? Quand est-ce que tu vas venir? Pourquoi ne viens-tu pas? Et un jour, il y a une lettre avec un cri en disant, mais quand même, pourquoi ne viens-tu pas? N'aimes-tu pas ton peuple? Et là, cette magnifique réponse. Aimer son peuple, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'aime mes amis. Donc, aimez vos amis. Voilà. Merci.